mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Très heureux de vous retrouver dans le cadre de cet exercice de redevabilité en ces débuts de semaine. Ce soir, nous voulons faire un focus général sur la situation économique. Vous savez que nous sommes dans un contexte de guerre, mais malgré le contexte de guerre, le gouvernement travaille quotidiennement sous l'impulsion du président de la République et de la première ministre à tenir notamment certains engagements. Vous vous souviendrez que l'un des engagements phares du président de la République pour ce mandat, c'était la question du pouvoir d'achat. Il en sera question ce soir parce que bien au-delà du conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo, qui est un conflit qui nous concerne tous et qui a des impacts à tous les niveaux, mais du côté économique, il y a une méthode, il y a une stratégie qui fait qu'aujourd'hui, le dollar américain, qui est la monnaie, en tout cas de référence par rapport à notre devise nationale, tient la stabilité du taux de change. Les carburants, il y a quelques mois, on s'inquiétait sur les prix du carburant, mais aujourd'hui, les carburants, le prix est plutôt stable. Il y a quelques années, vous vous souvenez que nous parlions ici beaucoup de maïs qu'on importait, mais aujourd'hui, on n'en parle plus. On parlera un peu plus ou moins de la réponse que le gouvernement a pu donner avec certaines provinces, notamment, on a vu le vice-premier ministre, ministre de l'économie, qui a été dans le Kasaï oriental, dans le Katanga. Voilà un peu toutes les questions qui feront l'objet de cette conversation de ce soir. Il ne faut pas oublier qu'en même temps, nous allons parler un peu de la situation dans l'Est au plan économique. Quelle est la stratégie du gouvernement pour nous assurer que, d'une part, nous avons donné l'appui qu'il faut aux opérateurs qui sont sur place et d'autre part, comment nous nous assurons que les populations de cette partie du pays subissent moins les conséquences de cette agression. Parce que s'il n'y avait pas cette agression venue du Rwanda, c'est évident que la situation économique serait meilleure pour nos populations qui sont pour le moment provisoirement sous occupation. Voilà plus ou moins le tableau général du briefing que nous avons voulu particulier ce soir. Monsieur le vice-premier ministre, merci beaucoup de nous rejoindre sur ces plateaux pour cet exercice de redevabilité. On parle beaucoup de guerre, on a beaucoup parlé des opérations, on a beaucoup parlé de diplomatie, mais aujourd'hui nous avons voulu parler d'économie parce que malgré qu'il y a cette situation de guerre, en tout cas au niveau du gouvernement, il y a une attention particulière qui est accordée conformément aux orientations du président de la République sur cette question économique. Vous êtes le président de la commission ECOCIR du gouvernement et donc vous avez de manière transversale tous ces sujets qui concernent à la fois les secteurs productifs, agriculture et aussi les questions des finances et budget pour nous parler et parler au peuple congolais ce soir de ce que nous faisons. Monsieur le vice-premier ministre, quels peuvent être vos mots introductifs pour notre conversation de ce soir? Merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre de la communication et des médias. Je pense que, comme vous l'avez si bien introduit, on va parler de ce que le gouvernement fait dans un contexte de guerre et comment, dans ce contexte de guerre, ajoute des défis supplémentaires aux défis qui sont inhérents à la gestion d'une économie dans n'importe quel pays du monde. Donc, comment le gouvernement fait face à ces défis et quelles sont les performances réalisées et surtout, essayer de démontrer quels ont été les effets positifs de certaines décisions prises par le gouvernement sur le vécu quotidien du Congolais moyen. Vous l'avez si bien dit, nous avons démarré le deuxième mandat du chef de l'État avec des engagements forts que ce dernier avait pris vis-à-vis de la population congolaise. Vous vous souviendrez de ces 6 engagements principaux, de créer plus d'emplois, de protéger le pouvoir d'achat
Et au moment où le gouvernement conduit par son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka est investi par le Parlement, nous avons une situation macroéconomique qui est plutôt instable, avec le taux de change, le cours du dollar qui était assez instable à l'époque. Beaucoup d'analystes prévoyaient d'ailleurs que le dollar allait franchir la barre de 3 000 francs le dollar avant la fin de l'année 2024. Mais comme vous le constatez, ce n'est pas le cas aujourd'hui. De la même manière, il y a des efforts qui ont été faits pour certains produits de base, comme les produits pétroliers, comme les produits alimentaires de grande consommation, dont les prix ont pu être réduits dans certains cas et surtout maintenus stables depuis plusieurs mois. Alors, parlons d'abord de la situation macroéconomique globale. Les tendances observées ces dernières années se sont maintenues et se consolident, malgré un contexte international incertain. La particularité de ce que le gouvernement et les autres intervenants dans la gestion macroéconomique, c'est-à-dire la Banque centrale et les régies financières et les autres, la particularité donc de ce qui a été fait, c'est une meilleure coordination. Je vais vous donner un exemple. Ces derniers mois, depuis le mois de novembre de l'année passée, la Banque centrale fait un effort extraordinaire pour soutenir le franc congolais, pour maintenir donc la stabilité du taux de change, en intervenant sur le marché de manière régulière. Et l'intervention de la Banque centrale, comme vous le savez, prend la forme de vente de titres, les fameux bons BCC. Et ces bons BCC sont de plus en plus demandés. Il arrive souvent que ceux qui les achètent demandent beaucoup plus que ce que la Banque centrale veut vendre. Pourquoi j'insiste sur ces faits? C'est une illustration du fait que dans le secteur économique, on a confiance. On va commencer la série des questions avec M. Amédée Moirabou. Amédée Moirabou pour le compte de Finances et Entreprises. Monsieur le ministre, je suis un peu surpris de votre satisfaction par rapport aux résultats, notamment à ce qui concerne la réduction du prix de carburant. Et dans votre argumentaire, vous prenez fait aux causes des opérateurs économiques qui font plus de recettes. Oui, ça peut se vérifier. Vous parlez aussi des Wewa qui font un peu plus, qui dépensent moins dans les carburants. Mais moi, je vous dirais, je sais que le premier objectif qui était visé par le gouvernement, en baissant le prix du carburant, c'était pour que les Congolais lambda qui prennent les transports puissent débourser le moins possible. C'était ça l'idée principale. Aujourd'hui, vous ne pouvez rien dire par rapport à ça parce que les fonctionnaires qui habitent Kingasani et qui travaillent à la Gombe, à la fonction publique, il vous dira chaque jour, il dépense peut-être 10 000 francs congolais. Parce que les prix des transports a triplé, quadruplé, voire quintuplé, à cause notamment des embouteillages qu'on connaît à Kinshasa. Donc, je suis un peu troublé avec votre satisfaction, parce que moi, je suis automobiliste, mais je vous dirais franchement, Excellence, je préférerais plus rouler sur une bonne route que les routes en lambeaux qu'on a actuellement là, parce que si je vous dis la facture que je dépense pour les réparations, et en tout cas, moi, je n'applaudis pas parce qu'on a réduit de 400% et de 400 francs les litres de l'essence. Donc, est-ce que vous avez pensé aux fonctionnaires? Parce que c'est ça. Aujourd'hui, ils payent plus que ce qu'ils payaient avant, malgré la réduction du prix.
Je vous ai suivi, Excellence, vous avez donné des statistiques de ce que le gouvernement paye, notamment pour les manques à gagner avec les pétroliers. Vous parliez que de 340 millions de dollars dépensés chaque année pendant les 4 dernières années pour payer les manques à gagner des pétroliers producteurs. En 4 ans, 340 millions de dollars, ça fait 1,360 milliard de dollars. Je dis bien 1,360 milliard de dollars. Excellence. Si on avait investi cet argent dans un réseau de transport à Kinshasa, mais le fonctionnaire, il paierait 1000 francs, il quitte Kingasani et il atteint la Gombe. Mais vous avez préféré donner cet argent aux pétroliers producteurs qui sont des opérateurs économiques. Voilà, c'est ça ma première inquiétude. Alors, Excellence, vous êtes économiste. Aujourd'hui, quand on regarde les top 5 des économies du monde, on voit le Japon, on voit l'Allemagne. Et ces deux pays ont en commun le fait qu'ils ont perdu la Deuxième Guerre mondiale. Mais déjà, 10 ans après la Première Guerre mondiale, 15 ans après, c'était des économies fortes. En tant qu'économiste, quelle stratégie de politique économique pouvez-vous mettre en place pour permettre à la RDC de faire de la donne actuelle de la guerre une économie dynamique et émergente? La dernière question, si vous permettez. Dans toutes vos réunions des conjonctures économiques, vous nous parlez des taux de change, vous nous parlez des taux d'inflation, des taux directeurs de la Banque centrale, mais jamais, alors jamais, vous ne parlez du taux de chômage. Vous le savez bien en tant qu'économiste que le taux de chômage, c'est un des indicateurs clés dans l'économie. Pourquoi votre gouvernement ne fait pas du taux du chômage un indicateur de votre politique économique? Voilà. Merci. Merci. Merci bien. Je vais d'abord répondre à votre première question. Je vais la prendre par le dernier bout, c'est-à-dire les pertes et manques à gagner. D'abord, pourquoi parce que dans votre argument, vous dites que vous avez préféré payer aux sociétés au lieu d'utiliser cet argent pour financer, par exemple, les routes. Mais pourquoi cet argent est payé? Pourquoi on appelle ça manque à gagner? C'est parce que le gouvernement a choisi de subventionner les produits pétroliers, c'est-à-dire de les vendre à un prix qui est inférieur au prix économique. Je vais vous donner un cas simple. Aujourd'hui, dans la structure actuelle, c'est-à-dire dans le prix que vous avez à la pompe, 2990 francs le litre d'essence, 2980 francs le litre de mazout. Ce prix-là est calculé avec un taux de change de 1 dollar pour 2600 francs. Alors que sur le marché, le dollar n'est pas à 2600 francs. Le pétrolier qui importe du pétrole en dollars, qui les vend en francs, il a besoin, quand il a vendu en francs, de racheter des dollars. Donc, on lui fait perdre de l'argent en calculant, en imputant dans le prix le dollar à 2600 francs plutôt qu'à 2850. Voilà une des sources de ce manque à gagner. Ça veut donc dire que si aujourd'hui, nous calculons le prix de produits pétroliers en mettant le taux de change de 2850 ou 2860, le carburant coûtera beaucoup plus cher qu'il ne coûte actuellement. C'est donc une façon pour le gouvernement de prendre sur lui une partie de la charge qu'aurait supportée le consommateur final. Mais je peux vous rassurer à ce sujet d'ailleurs. Vous avez raison, ces manques à gagner étaient assez élevés. Pour fin 2023, les manques à gagner évalués à fin 2023 ont tourné dans les 300 millions de dollars qui ont été remboursés totalement. Mais l'effort que nous avons commencé à faire et qui produit déjà des résultats au ministère de l'économie nationale avec les autres structures, parce que c'est des décisions qui sont prises dans
dans une commission où vous retrouvez le ministère de l'économie nationale, le ministère des hydrocarbures, le ministère des Finances, la DGDA, ainsi de suite. Pour le premier semestre 2024, les manques à gagner se sont chiffrés à 16 millions de dollars pour tous les 6 mois. Les chiffres pour le deuxième semestre seront connus avec certitude dans les jours qui viennent, en tout cas avant la fin de ce mois. Mais je sais déjà, parce que les estimations existent, que nous allons rester dans ces limites-là et que nous n'allons probablement même pas dépasser les 16 millions de dollars. Donc, le gouvernement a fait un effort pour diminuer sensiblement les pertes et manques à gagner. Et dans les efforts que nous allons faire dans les jours qui viennent, il s'agira notamment d'augmenter le taux de change dans les calculs du prix pour diminuer le manque à gagner afin que ces ressources servent à autre chose plutôt qu'à financer des pertes encourues par les sociétés pétrolières. Vous allez peut-être demander, mais alors pourquoi le gouvernement prend cette mesure-là? Mais il prend cette mesure-là parce que, imaginez un seul instant qu'il manque de produits pétroliers dans le pays, ce serait la catastrophe. Donc, tout faire pour que l'approvisionnement en produits pétroliers soit régulier est quelque chose de fondamental. Et ne pas mettre tout le poids sur les citoyens, mais enlever une partie de ce poids, c'est ça la position que le gouvernement avait choisie. Je peux vous garantir que dans certaines zones, parce que dans ce secteur, nous divisons le pays en 4 zones, Est, Sud, Nord et Ouest, mais dans la zone Sud, là où nous avons beaucoup de miniers qui sont les plus grands consommateurs de produits pétroliers, nous n'avons plus de manque à gagner dans cette zone-là, parce qu'on a pris un certain nombre de mesures qui ont permis de diminuer les manques à gagner. Alors, vous avez parlé dans votre question, je comprends. Moi, en tant que ministre de l'économie, j'aurais aussi voulu voir qu'à la suite de cette mesure, parce que 13%, c'est au-delà de 5%. Et en principe, le prix de transport devait être revu à la baisse pour refléter cette diminution de charges. Mais ici, ne mélangeons pas le problème des embouteillages avec des phénomènes économiques sur la base desquels nous, on prend ces décisions. Rappelez-vous qu'avant cette baisse des prix de début octobre 2024, il y avait eu plusieurs augmentations des prix de produits pétroliers sur les 12-18 mois qui avaient précédé, qui n'avaient pas été reflétés dans les prix de transport. Donc beaucoup de transporteurs, parce que les décisions ont été prises, en tout cas par les autorités compétentes, qui sont le gouverneur de province. C'est au gouverneur de province qu'il revient, après avoir réuni les différentes corporations, de déterminer les prix des transports publics. Donc les transporteurs ont dit, quand vous augmentiez, vous nous avez empêché d'augmenter, et maintenant que vous diminuez, vous voulez que nous diminuions, vous ne tenez pas compte des pertes que nous avons encourues dans le passé. Mais laissez-moi au moins vous rassurer que, il est maintenant établi que lorsque les conditions le permettent, le prix des produits pétroliers peuvent baisser dans ce pays. Nous l'avons démontré. Parce que généralement, le prix augmentait et il y avait toujours des raisons pour qu'ils augmentent. Et quand il y avait des conditions pour qu'ils baissent, ils ne baissaient pas. Donc maintenant, quand ils doivent baisser, ils baisseront. Quand ils doivent augmenter, ils augmenteront. J'espère aussi qu'il y aura une meilleure collaboration entre les autorités provinciales et les associations des transporteurs pour que les décisions qui sont prises par le gouvernement central sur les prix des produits pétroliers se reflètent sur les tarifs de transport. Mais pour terminer sur cette question, sachez aussi que le même gouvernement
subventionne un certain nombre d'entreprises de transport. Le prix évidemment, vous allez dire, oui, Transco n'a pas suffisamment de bus, mais le tarif de Transco est resté inchangé. Pourquoi? Parce que Transco est subventionné. Il reçoit du ministère de l'économie chaque mois, Transco, Transacademia, SNCC et bien d'autres entreprises qui sont donc subventionnées par le même gouvernement de manière à maintenir bas les tarifs pratiqués par ces sociétés. Le Japon et l'Allemagne étaient déjà de puissances industrielles avant la guerre. L'effort pour redémarrer après la guerre, avec aussi l'appui de pays qui les avaient vaincus, notamment les États-Unis, peut donc expliquer ce regain rapide. En ce qui nous concerne, j'ai parlé tout à l'heure du Kasaï oriental. Les statistiques que nous avons jusqu'en 2023-2024 montraient que le Kasaï oriental ne produisait que entre 17 et 21% de ses besoins en maïs. Donc, c'est une province, on va dire, exposée à toute perturbation dans l'approvisionnement du maïs, parce que si vous-même, vous ne produisez que 1/5 de ce que vous consommez, le reste, vous le tirez des provinces voisines, de l'Omami, du Kasaï essentiellement, sinon du maïs importé. Mais regardez la position du Kasaï oriental au centre du pays, enclavé, très éloigné et de la frontière sud et de la frontière ouest. Donc l'effort qui a été fait dans les Kasaï oriental, c'est d'accroître la production locale. Et nous sommes encouragés par la réaction des producteurs de maïs dans le Kasaï oriental à la suite d'un appui qui est venu d'abord du ministère de l'Agriculture, mais aussi du ministère de l'Économie nationale, vers le gouvernement provincial, et que cet appui a été bien canalisé vers des projets concrets et vers les agriculteurs. Et aujourd'hui, comme je vous le dis, les résultats sont donc là. Pour rebondir, dans ce pays, nous devons d'abord régler le problème de l'insuffisance alimentaire, le problème de l'autosuffisance alimentaire. Le gouvernement a fait le pari, dans le programme qui est exécuté pour le moment, de se concentrer sur 5 produits. Le maïs, le manioc, le soya, l'huile de palme et le riz. 5 produits pour lesquels il est envisagé on va dire, sur une période de 4 à 5 ans, de diminuer sensiblement le déficit que nous avons sur ces produits, mais en même temps d'encourager la transformation de ces produits. Le gouvernement a par exemple lancé un programme, le programme agricole volontaire, avec quelques bases agricoles dans lesquelles ont été investies d'importantes sommes d'argent pour mettre en place des vraies usines, des usines de manioc, des usines de maïs, permettant de transformer la production locale en produits qui peuvent être facilement stockés et facilement conservés de manière à stabiliser le marché de ces biens. Mais vous avez raison, cela ne sera possible que si nous gagnons en même temps la guerre du désenclavement des zones rurales et si nous gagnons en même temps la guerre de la production locale des semences et des engrais. Le ministère de l'Agriculture est en train de relancer la production de semences, en commençant par le maïs. Et il y a un certain nombre de programmes similaires pour le manioc et pour le riz. Alors la question de taux de chômage, vous avez raison, et d'ailleurs, ce n'est pas par hasard que le premier engagement majeur du chef de l'État, c'était la création d'emplois, parce que c'est le plus grand
défi de ce pays dont la population est extrêmement jeune. Le plus grand défi, c'est de créer des emplois. Mais les emplois, ils sont principalement créés par les entreprises. Donc, création d'emplois va de pair avec création d'entreprises. Mais il ne suffit pas de créer des entreprises, il faut encore que ces entreprises survivent. Parce que beaucoup d'entreprises sont créées et meurent jeunes. Si vous vous rappelez, il y a quelques 2 semaines, je pense, il y a 2 ou 3 semaines, le président de la République a personnellement présidé une réunion sur l'amélioration du climat des affaires. Et chaque ministre concerné, moi y compris, j'ai reçu de Son Excellence Madame la Première ministre les assignations qui m'incombent pour que le ministère de l'économie participe à cet effort collectif d'améliorer le climat des affaires pour qu'il y ait plus d'entreprises qui soient créées, que les entreprises soient créées un peu plus facilement, mais qu'elles aient plus de chances de survivre, de grandir et donc de créer des emplois. Il serait illusoire de penser que c'est l'État qui va créer les millions d'emplois qui sont requis dans ce pays. C'est essentiellement le secteur privé et c'est l'effort que le gouvernement est en train de faire pour le moment. On va prendre les questions qui restent en série parce que nous devons faire une économie de temps. Donc, on va prendre Oscar Mbal, on va prendre Blaise Shindani, Patrick Lacoué et on terminera par une question en lingala de M. Fabrice. S'il vous plaît, une question. J'ai une petite question à poser. On prend, Monsieur le Vice-Premier ministre, on prend les questions en série, on y répondra une fois pour toutes pour nous permettre de faire une économie du temps. Merci pour la parole. J'ai une petite question à poser au Vice-Premier ministre, ministre de l'économie nationale. J'ai été heureux de l'entendre. Il a dit que les zones sous occupation étaient des poumons pour la République. Elles étaient des pourvoyeuses en termes de recettes. Aujourd'hui, elles sont sous-occupées. Et donc, nous parlons de l'économie des guerres. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous rassurer? Parce que vous avez parlé de la stabilité des prix sur le marché. Je voudrais savoir si cette stabilité est factice ou bien vous l'inscrivez dans la durée. Et vous comptez sur quoi? Vous misez sur quoi pour pérenniser cette stabilité? Est-ce que vous avez un matelas financier sur lequel vous comptez? Merci. Patrick Lacoué. Monsieur le ministre, vous allez m'excuser. La question que je pose aura 2 volets. Rapidement, s'il vous plaît. Merci. Monsieur le ministre de l'économie, nous avons le projet du corridor de Lobito, qui sera sans doute une source d'entrée de ressources financières pour le pays. Est-ce que le gouvernement congolais a déjà mis des mécanismes en place pour favoriser l'exploitation de ce tronçon économique par des Congolais? Est-ce que les Congolais sont suffisamment prêts pour cela? Sur les prix, est-ce que le ministère de l'économie nationale a une norme pour la fixation des prix? Pourquoi? Parce que nous retrouvons un même produit dans 2 supermarchés différents avec des prix différents. Merci. Monsieur Blaise Shindani. Merci beaucoup, Excellence. Ma question, c'est cette affaire de la vente, de la vente en détail par les Indo-Pakistanais. Alors que la loi congolaise ne l'autorise pas. Les petits commerçants congolais en souffrent énormément. Votre ministère avait autrefois promis de régler cette affaire. Mais jusque-là, sur terrain, rien ne se passe. Alors, qu'est-ce que ces petits commerçants congolais qui se battent à longueur de journée peuvent attendre aujourd'hui de votre ministère? Merci. La dernière en lingala, et on aura le temps d'y répondre en une fois pour toutes. Matoni mingi Thomas Patrick Mouyaya, Zambi, moi motuna moko na Thomas Koangela Kamambi ali Bombo, bayi Congo démocratique balingi ko sosolo penza, motango boni ya mboka Congo e bungisi uto batomboki babotolo bongo ngambo ya nord pe sud Kivu. Omeka ko limbo na la baimboka Congo e bungisi mbongo motango boni. Na mona mboka Patrick Mouyaya, Zambi, masolo ya conseiller spécial et chef de l'État à Salaki Bongo et Sili, nous avons bayi opposition, baïke bayete.
boni mbula matari yango ekobima kozanga bayi opposition oyo bino ngozale kozela. Merci. Monsieur le vice-premier ministre, vous pouvez Merci bien. répondre à ces questions. Première question, dans une économie de guerre, est-ce que cette stabilité est factice? Non. Justement, j'ai commencé par là. Elle n'est pas factice. Nous avons les leviers nécessaires pour maintenir la stabilité. Ces leviers, c'est quoi? C'est d'abord sur le plan monétaire, les réserves d'échange qui continuent à tourner autour de 6 milliards de dollars. Comment ce montant-là nous aide aujourd'hui? Il nous aide de deux manières. Premièrement, quand le gouvernement dépense, il y a des dépenses qui sont faites en dollars, qui sont faites en monnaie étrangère. Eh bien, à ce moment-là, c'est la Banque centrale qui vend ces dollars, mais pour vendre, vous devez avoir. Donc, tant que ce matériel-là est là, la Banque centrale peut vendre au gouvernement le montant. Et aujourd'hui, c'est quand même des montants qui, parfois, peuvent atteindre 400 millions de dollars le mois, permettant ainsi de ne pas manquer des ressources en devises pour faire face à des dépenses publiques. De la même manière, puisque l'État aussi s'endette et que régulièrement, il faut rembourser la dette, et la dette extérieure, il faut la rembourser en devises étrangères, tout comme même la dette au niveau local, par exemple, les obligations du Trésor qui sont libellées en dollars et qu'il faut rembourser en dollars. Donc la Banque centrale va avoir les ressources nécessaires pour que les montants qui sont dus par l'État soient remboursés régulièrement sans défaut. Mais le plus important, c'est la volonté. Le plus important, c'est justement cette volonté, comme je disais au début, de mieux coordonner. Le ministre des Finances, Madame la gouverneure de la Banque centrale, se rencontrent régulièrement pour assurer que ce que fait l'un à gauche ne va pas à l'encontre de ce que fait l'autre à droite et que leurs actions combinées permettent de stabiliser le marché de change. C'est ce qui justifie ces réunions hebdomadaires qui se tiennent à la primature chaque mercredi en comité de conjoncture économique ou sous la présidence de Madame la Première ministre, chef du gouvernement, le ministère des Finances, le ministère du Budget, la Banque centrale et d'autres membres du gouvernement, y compris moi-même, nous retrouvons pour regarder cette situation. Et lorsqu'il y a des compléments d'analyse à faire, d'habitude, ces compléments d'analyse sont adressés à la Commission économie, finances et reconstruction que je préside et qui se réunit chaque lundi de chaque semaine pour examiner de manière plus approfondie certaines de ces questions. Et d'ailleurs, c'est peut-être vous me donnez là l'occasion de dire, parce que ceux aujourd'hui qui achètent le bon BCC, ceux aujourd'hui qui achètent les bons de trésor et les obligations du trésor, même celles qui sont libellées en dollars, et font donc, ces opérateurs font donc confiance dans les institutions de la République. Ils savent qu'ils seront remboursés, leurs intérêts sont payés régulièrement, et cette confiance, nous allons la maintenir. Corridor de Lobito, il nous revient, à nous, Congolais, de faire du corridor de Lobito pas simplement un chemin de fer pour sortir les minéraux de la RDC vers les autres pays, mais d'en faire un corridor de développement. Et laissez-moi vous dire, souvent on tend à regarder le gouvernement, mais les affaires, ceux qui sont des hommes et des femmes d'affaires, les affaires, on les sent. Donc le corridor de Lobito, c'est une opportunité. Et je sais, parce que je discute avec pas mal de Congolais, jeunes, même de jeunes Congolais, qui ont des idées, qui cherchent des partenariats, qui proposent des projets, qui cherchent du financement
pour la transformation, je peux citer le cas d'un jeune Congolais qui est sur un projet très important de raffinage de cobalt et du cuivre, pour qu'on cesse de sortir des produits bruts, mais qu'on commence à sortir des produits raffinés. Évidemment, un tel projet il va être très important donc, pour ce corridor de développement. La balle est donc dans le camp de tous les Congolais, de ceux qui veulent gagner de l'argent, de ceux qui veulent, avec l'accompagnement du gouvernement, bien sûr. Est-ce qu'il y a des normes pour les prix? Je vous ai justement parlé de cette publication que nous avons lancée depuis le mois de février, mais qui est opérationnelle depuis le mois de mars, et qui nous a révélé ces disparités entre différents points de vente. La première hypothèse, c'est que les circuits de distribution diffèrent. Ceux qui s'approvisionnent par l'UFU ont des coûts différents de ceux qui s'approvisionnent par Matadi. Et nous allons continuer à investiguer cette situation pour effectivement arriver progressivement à des prix plus ou moins normalisés. La vente, c'est la question du petit commerce. Pour le moment, nous avons travaillé sur un projet de loi sur le petit commerce. Nous avons 2 projets de loi en chantier au niveau du ministère de l'Économie nationale, un projet de loi sur le commerce, un projet de loi sur le petit commerce. Nous pensons que le moment est venu de carrément révisiter la loi de 73, parce que cette loi de 73, elle dit clairement que le petit commerce ne peut être exercé que par les Congolais. Mais il y a une dérogation qui a été accordée par un décret du Premier ministre qui date d'un certain nombre d'années et qui permet aux étrangers de faire du petit commerce dans un certain nombre de branches. Et puis il y a un autre décret qui a aussi accordé une dérogation, justement à la suite de la réclamation de beaucoup de petits commerçants congolais qui disaient « mais nous avons aujourd'hui des étrangers qui travaillent même dans des branches qui ne font pas partie du décret dérogatoire ». Mais il y a un décret qui leur a accordé un moratoire de 2 ans. Ce moratoire va expirer au mois de novembre de cette année. Je n'ai pas l'intention de le proroger. J'ai l'intention qu'on mette un terme à ce moratoire et qu'on fasse respecter les dispositions de la loi. Mais nous allons le faire dans le cadre, au lieu de passer de dérogation en dérogation, nous préférons le faire carrément en réécrivant la loi pour avoir une loi qui pourra s'imposer à tout le monde. Question ya suka na kansezaki, question ya Ndeko Fabrice Nalingala. Ezaki, donc, combien on a perdu du fait de l'occupation d'une partie du Nord Kivu et du Sud Kivu? Mais nansa ndeko nani na Fabrice. Limbisa ndeko Fabrice oyebi mbongo oyo l'État azwaka. D'abord tolobela nanu mosolo ekotaka na kesi ya l'État, ekotaka na ba taxe, ekotaka na douane. Lelo soki na grande barrière na Goma eza bisote eza batomboki nde bavandi wana mbongo ezokota kuna ezokoma susu na kesi ya l'État awa te mbongo wana ezokende na kesi ya bato oyo balobi bango baza bakonzi na Goma. Na kanisa ministère à finance, ministère à budget basalaki mwa estimation na ba recette wana eleki 5% te, ils ont 5% du total. C'est beaucoup, c'est pas rien, c'est beaucoup, mais c'est gérable. C'est gérable, ce qui peut être au salement effort, to kanga, bama duso, to zakanango, na ba territoire au zana nous na contrôle na biso, na kansa boyebi likamba fraude douanière, eza mwa makasi, to lobeli yango lelo. Na réunion justement ndenge na utoloba réunion ya Ecofir likambo ya fraude douanière sur tous wakaka produit lokola carburant. Ba carburant ekotaka wana soke ba côté ba aru. Ba carburant ekotaka par l'est, carburant ezokota par Kasumbalesa. Sokotali mosolo ezokota na compte na caisse à l'État. À partir de ce seul produit,
Ça n'a rien à voir avec ce qu'on aurait dû encaisser. Et c'est justement dans les moments difficiles que tu serais moi mouké pour musole kota pour na combler trou oyo et salemi na misolo to bungisi na ba zone eza occupée na Nord Kivu pe na Sud Kivu. Mais na kanisa bomoni ata to bungisi misolo wana ata to zona ba mois ba retard. Il y a une semaine, il y a quelques jours, pour nous foutre un salaire, mais le salaire est à foutama. Quand il s'agit même de bakisa salaire, ndenge toto bakisa pour na mapinga, pour na ba policier na biso, et forwane salemi kaka na mbongo oyo l'état zozwa en dehors, il y a auto bungisi na ba zone occupée ya Nord Kivu, pe ya Sud Kivu. Voilà, je crois que na motuna na yo na makambo etali consultation et lo kwa motuya o ba congolais fo ba yeba. Mokonzi alingi bisonyo soto sangana po na unité nationale. Objectif à liboso ya mokonzi na ba consultation ane salami eza po na ko sangisa ba congolais parce que ndeto zaki kolimbola awa eza parti moko ya mboka eza occupé eza na eloko eza na motuya te po na ba congolais nyonso neti ko défendre le territoire national. Il faut qu'on considère que tous les gens qui liboko na yo eza amputé to eza pe occupé za na koko somingi. Nzoto na mobimbe fo sangana. Pour s'assurer que ceux qui liboko biki bisonyo sont nzoto zongi malamu nde totali makambo susu okende liboso. Donc na makambo e salama keza na ba otomoni na ba otomonité. Parce que ba consultation ndenge conseil spécial à bando sala ezaka kana ba otomona kate. Yango na kosepela biso nyonso tozala na kimia asali musala na ye ndenge mokonzi ya mboka apesaki akopesa mokonzi ya mboka rapport pe na sima mokonzi akopesa biso ba disposition ndenge nini makambo wana ko continuer. Merci et bonne soirée chez vous. Merci. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali